Alors bonjour à tous, bienvenue dans cet événement Univers SwiftNet consacré aux entreprises face aux défis des paiements. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Thomas Delassus et Olivier Ringard. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Thomas, toi tu es chef de projet finance chez Louis Dreyfus Compagnie. Tu as commencé ta carrière en tant que consultant sur les ERP et tu as travaillé pour PwC avant de créer ton entreprise pour apporter tes conseils sur la gestion de trésorerie et les paiements. Et toi Olivier, tu es directeur de mission chez Utsit. Toi aussi tu as commencé ta carrière dans le monde du conseil chez Capgemini. Et quelques années plus tard, tu as cofondé Synthesis qui a lancé un des premiers services bureaux en Europe. SunGard a ensuite acquis Synthesis et tu es resté chez SunGard pendant 5 ans avant de rejoindre Utsit. Alors avant de nous engager, messieurs, dans une discussion que j'espère passionnante, j'aimerais partager avec vous quelques résultats, quelques chiffres qui ont été publiés l'année dernière suite à une étude publiée par FIS. Cette étude intitulée « La crise, un catalyseur du changement » est issue d'un sondage réalisé auprès de 600 entreprises dans le monde entier. Alors premier résultat intéressant, la lutte contre la fraude arrive en tête des sondages avec 80% des personnes interrogées qui citent cette lutte comme étant un des enjeux majeurs. Vient ensuite la réduction des coûts liés à la fonction paiement et les gains en contrôle sur les transactions à 85%. Thomas, chez LDC, je comprends que vous avez réussi à implémenter un outil pour gérer vos flux partout dans le monde avec quasiment l'ensemble de vos banques et de vos filiales. Peux-tu partager avec nous ton retour d'expérience sur ce projet? Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé en 2014, on a fait le choix de changer notre outil qui avait un peu atteint ses limites. On travaillait d'ailleurs déjà sur Synthesis. Notre outil qui avait atteint ses limites pour des déploiements mondiaux. Donc, on a fait le choix de Trax et de Quantum. On a ensuite implémenté nos hubs, donc en Asie, en Europe principalement. Et en 2018, on a fait une grosse mise à jour, notamment autour de Trax, pour permettre d'adresser nos plus petits pays. Parce qu'on est présent dans beaucoup de petits pays qui produisent du coup des matières. Et on a créé ce programme qu'on a appelé Farms, et qui nous a permis de 2018 à 2021, on va dire, jusqu'au mois dernier, d'adresser toutes les problématiques de ces petits pays, en général peu enclins à être dans des grands programmes de communication bancaire. Je pense à des pays d'Afrique comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des pays d'Amérique du Sud comme le Paraguay qu'on a pu adresser cette année. Ok. Alors, dans les projets que nous menons chez nos clients, l'adhésion des filiales à un projet global, c'est souvent un challenge, particulièrement pour les filiales lointaines qui parfois ont un peu l'impression de perdre le contrôle sur la relation locale avec leur banque. Et quelles sont les techniques qui marchent pour déployer un projet partout dans le monde avec toutes ces filiales? Justement, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. C'est qu'on est arrivé avec nos hubs qui sont en général très réceptifs aux grands programmes, mais on savait qu'on ne pouvait pas adresser les petits pays si facilement. Donc l'idée de ce programme, c'était une solution très robuste, un peu pré-packagée, et de pouvoir aller voir les filiales avec quelque chose de simple à mettre en place, de rapide, et qui puisse répondre à des problématiques qui allaient leur être posées ensuite d'un point de vue audit interne. Et c'est là où, justement, on peut arriver avec nos contrôles de fraude, qui sont ce qu'ils sont, mais qui permettent de leur apporter de la valeur rapidement, ou des solutions à valeur ajoutée immédiate comme GPI. D'accord. Alors, donc vous implémentez une plateforme, un hub de paiement partout dans le monde, ça marche avec vos filiales et vous décidez d'aller plus loin et d'implémenter GPI, Pay and Trace. Peux-tu nous parler de ce projet en particulier? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la valeur ajoutée de ce projet pour LDC aujourd'hui? Alors, il y a 2 ans, on s'est lancé en tant que pilote sur Pay and Trace. Ça avait énormément de sens parce que Louis Dreyfus, on fait beaucoup d'USD cross-border parce que les commodities sont à payer en USD principalement. On travaille avec les pays, avec des pays, les petits pays comme je disais, mais c'est ça qui va nous permettre de monitorer ce qu'on fait vraiment sur l'USD. Parce que GPI, à quoi ça sert? Ça sert à traquer les paiements internationaux, voir quels sont nos frais, le temps de traitement, etc. Donc forcément, nous, avec nos paiements USD qui sortent n'importe où, principalement d'Europe, on veut voir le chemin
qui est fait. Donc, deux exemples très concrets, c'était de l'USD à Singapour, vous envoyez 100, la personne reçoit 100. L'USD au Vietnam, vous envoyez 100, la personne reçoit 80 par exemple. Et c'est ça qui nous a permis de sortir GPI Pay and Trace, c'est d'identifier quelques patterns de frais, de temps de traitement qui seraient trop importants. Et aujourd'hui, on en est arrivé là, c'est les études de ces patterns. On a pu commencer à contacter les banques, identifier ce qui pouvait poser problème. Et maintenant, nos prochains enjeux autour de GPI, c'est déjà de pouvoir remonter toutes ces informations, parce qu'aujourd'hui, les gens qui initialisent les paiements, ils n'ont pas forcément cette vue. Donc, il faut qu'on arrive à leur remonter cette information et qu'on arrive à être encore plus précis. Aujourd'hui, je vous dis à peu près 80, parce que selon la personne que vous allez payer, sa banque, le jour, ça ne va pas forcément être le même chiffre. Et c'est là-dessus qu'on attendra des futures initiatives. Donc nous, on a ce travail de fournir plus d'informations et on va être attentif aux nouveaux programmes comme la prévalidation SWIFT qui nous permettra, on l'espère, d'avoir plus d'informations avant d'envoyer le paiement sur ça va prendre tant de temps et ça va coûter tant. D'accord. Donc des gains potentiels en termes de réduction de frais, en tout cas la capacité de challenger un peu vos banques sur ces frais prélevés sur les flux cross-border, des gains en termes d'efficacité d'exécution. Et concernant la fraude, alors, les attaques s'intensifient depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs éditeurs aujourd'hui fournissent des solutions pour vérifier la conformité des coordonnées bancaires, pour détecter les cas suspicieux. Quelles sont les solutions envisagées chez LDC aujourd'hui? La fraude, on la voit par deux streams, on va dire. On en a un, comme tu l'évoques, qui est autour des sociétés qui proposent des services. On a discuté avec eux, avec les Trosper, les SIS, donc on les connaît là-dessus. Nous, on voit vraiment ça comme quelque chose qu'on pluguerait sur notre master data. On va dire, c'est la première fois qu'on va travailler avec un fournisseur, on n'en est pas encore au paiement, on est en amont, on est vraiment sur le flux amont, on va vouloir contrôler. Le problème aujourd'hui qu'on a pour adresser ces sujets-là, c'est qu'on travaille beaucoup dans des petits pays, comme je le disais avant, et forcément, il n'y a pas encore beaucoup de listes. Il n'y a pas un travail qui a été fait au sein de ces pays pour savoir facilement identifier une société comme étant un potentiel fraudeur. Autant en France, on est plutôt bon, autant en Ouganda, forcément, ils n'auront pas toute cette infrastructure que nous, on a ici. Donc c'est un peu difficile d'adresser toutes nos problématiques de fraude juste avec ce prisme, on va dire, externe. Donc on a ce stream-là, et on a un autre stream qui lui est plutôt sur les comportements, donc les abnormal behaviors, on va dire, sur les paiements. Donc là-dessus, on a déjà, au sein de Trax, des outils qui ont été mis en place, des choses basiques, changement de coordonnées bancaires, changement de nom, première fois que tu payes une personne, etc. Et là, l'objectif, cette année, avec les nouvelles versions de l'application, c'est de pouvoir aller plus loin. Donc, je paye ce fournisseur d'habitude une fois par mois, c'est-à-dire comme une horloge, entre le 25 et le 30. Tout d'un coup, je me le mets à le payer 3 fois par mois. Et en plus, il a changé de coordonnées bancaires. Je voudrais 2 flags qui ressortent. Ou d'habitude, je le payais 1 million, on va dire, toujours le même genre de commande. Tout d'un coup, c'est 10 millions. Ça, c'est un comportement anormal. Et donc, c'est tous ces patterns qui ont été étudiés depuis un certain temps entre la Trésor et l'audit qu'on va vouloir implémenter dans nos outils. Donc ça, c'est vraiment notre stream interne de comportement anormal des paiements. Et là-dessus, donc c'est vraiment Trax qui y répond, alors que le stream externe va savoir... nous, on veut le voir en amont et avec donc des prestataires. Ok, merci Thomas pour ce retour d'expérience. Alors, Olivier, je me tourne vers toi virtuellement et physiquement aujourd'hui pour savoir si les entreprises que tu accompagnes rencontrent un peu les mêmes problématiques que LDC. Et est-ce qu'elles ont encore beaucoup à faire pour sécuriser leurs flux et gagner en efficacité aujourd'hui? Oui, tout à fait. On continue d'intervenir sur des projets de déploiement de com bancaire. Alors, y compris chez des clients historiques du site qu'on accompagne depuis maintenant de nombreuses années, parce que ces projets de déploiement sont longs, ils prennent plusieurs années. Comme l'a dit Thomas, c'est souvent compliqué d'aller convaincre une filiale de venir sur la plateforme centrale. Alors quand on interroge les filiales qui ont encore beaucoup de process manuels,
qui sortent des fichiers de RP qu'ils doivent uploader sur les sites web des banques, ou qui doivent carrément ressaisir les instructions sur les portails bancaires, venir avec une solution qui leur permet d'automatiser les flux de l'ERP jusque leur banque, ils sont tout de suite réceptifs. C'est plus compliqué quand on va avoir des filiales qui ont une seule banque, qui utilisent le portail web de leur banque et qui ont une richesse d'informations qu'on va avoir du mal à proposer dans la solution centrale. Et dans ces cas-là, il faut que la plateforme proposée par la trésorerie centrale ait de la valeur ajoutée. Donc à minima, il faut retrouver un peu les statuts, le suivi des paiements qu'on peut avoir dans un outil web, et puis avoir d'autres services à valeur ajoutée, comme par exemple des solutions qui vont permettre de détecter des comportements anormaux, comme l'expliquait Thomas, et de bloquer éventuellement des tentatives de fraude. Ok. Et concernant GPI Pay and Trace, on a compris avec Thomas l'intérêt de ce service. Est-ce que les entreprises que tu conseilles, qui ont Swift et des flux cross-border, est-ce qu'elles ont toutes GPI Pay and Trace? Est-ce qu'il y a des freins à l'adoption de cette technologie? Donc non, elles n'ont pas toutes GPI. Je pense que LDC fait partie des clients qui sont un peu précurseurs sur cette solution. Alors nos clients commencent à en entendre parler, soit indirectement en contactant le support de leur banque pour essayer de tracer un paiement, un virement international un peu sensible. Ils retrouvent une copie d'écran du tracker dans le mail envoyé par le support. Donc souvent c'est comme ça qu'ils découvrent finalement l'apport de GPI. On a de plus en plus de clients qui, dans le cadre de cahier des charges, donc qu'on assiste à rédiger et à faire le RFP, commencent à ajouter des questions sur GPI et s'attendent à ce que dans l'outil de com bancaire, finalement, ils vont retrouver ces fonctionnalités. Donc même si les projets n'ont pas encore vraiment démarré, on sent une tendance et les clients souhaitent à assez court terme implémenter ces solutions. Alors le frein, ça peut être peut-être pas assez de connaissance du sujet. Si on retourne un peu en arrière, c'est un peu les débuts de Swift en tant que canal de communication, il y a 10-15 ans, où toutes les banques ne le proposaient pas, où certaines banques facturaient l'utilisation du canal et d'autres non. Aujourd'hui, GPI, c'est un peu la même chose. Et je pense qu'à terme, probablement que tous les paiements internationaux seront traités dans le cadre de GPI. Et ça sera un peu la nouvelle norme des virements internationaux. D'accord. Donc il y a un appétit, besoin de plus d'informations et besoin de temps tout simplement pour appréhender cette nouvelle technologie. Mais on comprend bien que c'est la cible. Concernant la fraude, un peu la même question qu'à Thomas. Il y a des outils en amont qui permettent de vérifier les coordonnées bancaires des tiers, des outils en aval qui permettent de détecter des cas frauduleux ou potentiellement frauduleux. Que font les entreprises aujourd'hui? Et concernant le traitement organisationnel, le traitement opérationnel, comment font-elles pour gérer potentiellement des alertes qui vont être remontées par ces systèmes? Il y a un impact opérationnel, organisationnel, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les outils et les organisations pour gérer ces outils? Tout à fait. Donc on accompagne quelques clients dans le déploiement de solutions. Thomas les a nommés, dont SysID et Trustper. Dans un premier temps, les solutions sont plutôt utilisées en amont pour contrôler le fournisseur avant de le saisir dans le RP. On n'a pas encore de clients qui vont faire ces contrôles sur les remises de paiement, parce que ça pose un problème. Alors même si des outils comme Trax finalement sont en mesure d'isoler un paiement suspect ou pour lequel les coordonnées du fournisseur n'ont pas été vérifiées, ça pose des problèmes au niveau de l'ERP, au niveau de la compta. Et donc pour l'instant, ces contrôles sont vraiment faits
sont vraiment faits en amont. Sur les solutions de filtrage au niveau de la fraude, on a des clients qui regardent, mais même chose, ils se posent la question de la gestion de ces rejets, parce que c'est quand même problématique quand on a un virement, enfin une remise de virement fournisseur d'une centaine de virements et qu'il y a un virement qui est bloqué. Donc il y a une organisation à mettre en place pour alors déjà définir en place les règles, les maintenir et puis traiter tous les rejets potentiels. Et comme GPI, de plus en plus de clients, dans le cadre de leur cahier des charges, commencent à ajouter des questions sur les modules de lutte anti-fraude et en feront un must-have dans l'outil de com bancaire. D'accord. Merci Olivier pour ce partage et ce retour d'expérience sur ce que vivent finalement les entreprises que tu conseilles. Avant de passer aux tendances futures, Magie du virtuel, je voudrais vous présenter 2 illustrations. La première concerne un exemple d'architecture d'un hub de paiement. Voici comment vous pouvez, via Trax, rationaliser et sécuriser la gestion de vos paiements depuis vos ERP jusqu'à vos banques. Voilà. J'espère que vous l'avez vu. La seconde présente un exemple de dashboard de suivi en temps réel d'un paiement GPI. Vous pourrez, j'espère, voir par exemple en bas à droite de l'écran un temps d'exécution tout à fait raisonnable pour un paiement cross-border. Mais passons aux tendances futures. Je vais utiliser la même étude et présenter d'autres résultats. Vous voyez sur la slide qu'environ 95% des personnes interrogées dans cette étude considèrent les API et les paiements instantanés comme faisant partie des projets de demain. Swift GPI et notamment GPI Inbound font aussi partie du haut du classement, ainsi que les réseaux alternatifs Ripple, PayPal. Chez LDC, Thomas, je me tourne vers toi. On a parlé ensemble de GPI Pay and Trace. GPI arrive, GPI Inbound arrive sur le marché. Est-ce que cela vous intéresse? Quelle serait la valeur ajoutée de GPI Inbound pour LDC? Ouais, donc aujourd'hui on est vraiment on est live sur Pay and Trace. Les gens se sont habitués, hein, comme Olivier le disait. Maintenant il y a des attentes de run. Hein. Le tracker GPI, ça fait partie du travail au quotidien. On a l'habitude de le voir. Et il y a un réel intérêt pour aller sur GPI Inbound. Nous, l'intérêt, c'est qu'on est quand même, on est sur des deals importants, mais pas forcément avec énormément de marge. Donc, il y a beaucoup de financement derrière. Donc, avoir l'information le plus tôt possible, gagner des heures, voire un jour, peut-être pas si optimiste que ça, mais des heures de trésorerie, c'est une très grosse valeur ajoutée. Donc, GPI Inbound, ouais, il y a un énorme intérêt côté LDC. On a travaillé dessus, d'ailleurs, les derniers mois. Donc là, on est prêt. Je m'adressais aux banques, on est prêt, en tout cas de notre côté. On est prêt à recevoir les instructions. Maintenant, les marchés, parce que ce n'est pas forcément côté banque, mais tous les marchés ne le permettent pas. Donc on a posé la question à nos banques. Il y en a qui sont prêts, mais sur des marchés un peu restreints, sur Hong Kong, sur Singapour, sur lesquels les informations transitent bien. Tous les marchés ne sont pas encore adressés. Donc GPI Inbound, on est prêt parce qu'on s'est inscrit sur le pilote avec Swift. On sait que techniquement, on peut recevoir la donnée et gagner ces quelques heures de trésorerie. Maintenant, on attend que le marché soit un peu plus mature dessus. Donc on est prêt, LDC est prêt à recevoir des messages. Donc, Je ressens un petit message pour nos amis les banques. LDC, il y a une vraie attente côté GPI Inbound. On entend aussi beaucoup parler depuis 2 ans et l'avènement de la PSD2 de l'open banking, des API. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez chez LDC? Oui, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Déjà parce que dans les communautés de trésoriers, on est tous un peu sensibilisés à ça. Donc dès qu'on est dans des équipes projets de trésor, on a tous des applications à titre personnel ou sur des petites entreprises où on voit que ça marche. On voit que ça marche, on a des agrégateurs, on se connecte à des API très facilement. Bon, c'est vrai que pour le monde du gros corporate, donc le monde qui est adressé par Trax, c'est un peu différent. Parce qu'il n'y a pas forcément la maturité côté banque. Les outils ne sont pas encore forcément prêts parce que tout est très jeune. Donc on n'est pas encore outillé. On va dire les banques ne viennent pas forcément nous voir avec des solutions éprouvées.
On en parle depuis un certain temps d'un pilote qui a lieu à Singapour avec une de nos banques et FIS, mais qui n'est pas encore forcément beaucoup mis en avant par l'un comme par l'autre, parce qu'on est vraiment sur un domaine très jeune. Maintenant, nous, ça nous intéresse. Comme le disait Olivier tout à l'heure, quand on adresse des petites filiales, elles ont un e-banking, elles n'ont qu'une seule banque, donc forcément, quand on arrive avec Trax, on leur enlève cette valeur qui est la position temps réel. Donc avec Trax, on veut la retrouver. Donc ça, on le sait, le monde de demain, c'est avec les API. Parce qu'on aura notre position temps réel et nos décisions de trésorerie seront meilleures. Elles seront forcément plus qualitatives parce qu'on saura vraiment ce qu'on a. Aujourd'hui, les positions intraday obtenues par des relevés MT942 qu'on connaît depuis des années, c'est bien, mais on sait que ça reste du job, donc c'est toutes les heures, etc. C'est pas à la demande. Et c'est vrai qu'on a tous pris l'habitude, hein, forcément, surtout dans notre domaine, de se connecter à notre portable, de tirer vers le bas, rafraîchir et d'avoir notre position. Forcément, c'est des sujets qu'on a envie de voir avec des gros outils pour des gros corporates comme nous. Donc toi, en fait, ce que tu dis, Thomas, ces API, demain, elles permettraient deux choses, d'avoir sa position en temps réel et de payer en instantané. Et la priorité, en tout cas pour LDC, c'est la position cash multibancaire en temps réel. Est-ce qu'il y a un intérêt sur le paiement instantané chez Il y a un intérêt sur le paiement instantané, mais je dirais que vraiment la priorité, et je pense que beaucoup de trésoriers seront d'accord là-dessus, c'est la position temps réel. Parce que c'est forcément ce qu'on perd quand on arrive avec des solutions comme ça, multicash. Vous avez votre cash position, on va dire, mondiale, donc c'est très bien, mais elle n'est pas temps réel. Donc déjà, avoir ça en temps réel, c'est vraiment notre priorité. Après, bon, le paiement instantané, oui, mais déjà avec GPI, on a vu, là ça fait 2 ans, hein, donc on a étudié pas mal de paiements. C'est vrai qu'on voit qu'il y en a, ils mettent 3 heures en fait. Bah, évidemment, vous dépendez de l'ouverture des marchés. Hein. Ici, un paiement depuis les US vers Singapour, bah, les time zones et les ouvertures des banques font que ça prend du temps. Mais on voit déjà que quand tous les marchés sont ouverts, un paiement en USD par exemple fait l'après-midi en Europe, la France vers le UK, en 1 heure c'est réglé. Donc on va dire l'instantané sur le cross-border, je ne vais pas dire que ça nous intéresse moins, mais avec GPI, Pay and Trace, c'est déjà pas mal. On a pu voir des paiements sous l'heure. On a déjà vu des 0,59 minutes, donc on va dire, c'est pas là où on est le plus demandeur. La position en revanche real-time, notamment pour les petites filiales. Ouais, ça c'est important. Ça permet de leur dire, on vous place Trax, on vous place sans perdre en qualité de service. Voilà, sans perdre la qualité de service de l'e-banking, et avec mieux. Merci Thomas. Olivier, je me tourne vers toi pour avoir ta vision des choses sur GPI inbound. Quel est l'intérêt des entreprises que tu conseilles aujourd'hui pour cette technologie? C'est un peu ce que vient d'expliquer Thomas. Le trésorier est aussi client d'une banque dans sa vie perso en tant que particulier. Il a une appli mobile. En général, il utilise des agrégateurs type Linkso et Banking s'il aime bien la techno. Et en général, ils aiment bien la techno. Et il retrouve une richesse d'informations qu'il n'a pas forcément aujourd'hui dans son outil de compte bancaire. Donc, tout ce qui lui permettra de récupérer plus rapidement des infos sur les encaissements, par exemple, oui, ils vont être intéressés. Et je rebondis sur ce que disait Thomas. Quand on passe des filiales sur Trax ou un autre outil de com bancaire, oui, ils perdent des informations comme la position en temps réel de leur compte. Ils sont souvent un peu perdus. Donc, clairement, il y a un intérêt pour GPI inbound. Ou les API, finalement. Parce que Thomas nous a expliqué que finalement, avoir sa position cash multibancaire en temps réel, c'est un peu le Saint Graal pour les trésoriers. Quel est l'appétit des banques pour fournir ce service aux corporates? Parce que pour les particuliers, c'est bon, presque, mais pour les corporates, on n'est pas prêt. Alors, toutes les banques, je pense, ont développé leur API. C'est un peu le sujet à la mode. On aura probablement beaucoup d'ateliers sur ce sujet. Tout le monde sait qu'Hervé, notre patron chez Utsit, adore ce sujet et publie beaucoup sur les API. Maintenant, le risque, c'est de se retrouver dans le monde d'avant Swift,
où finalement l'entreprise doit mettre autant de solutions en place qu'elle a de banques. Et donc là, aujourd'hui, il y a un problème probablement de normalisation des API et probablement que Swift a un rôle à jouer pour venir aider, assister les banques et la communauté à pouvoir standardiser les API pour que les entreprises multibancaires puissent les utiliser aussi facilement qu'aujourd'hui elles utilisent Swift. Et sur la notion de l'instantanéité, finalement, recevoir en instantané, c'est bien. Payer en instantané, pas toujours. Enfin, c'est pas la priorité. Tu partages la même vision que Thomas? Oui, parce qu'au niveau de nos clients trésoriers, quand on les interroge, finalement, passent par la plateforme de com bancaire, essentiellement des virements fournisseurs et des virements de trésor. Payer les fournisseurs en temps réel, j'ai pas senti un intérêt de la part des entreprises. Peut-être plus sur des virements de trésor pour régler les opérations un peu spécifiques, etc. Maintenant, il y a le problème des plafonds de montant, etc. Donc, pour le moment, c'est pas trop, j'ai l'impression, un sujet. Comme Thomas, je partage plutôt un souhait d'avoir en temps réel des informations sur les positions de compte. Ok, merci messieurs pour cette discussion. Alors, en synthèse, et vous me corrigez si je me trompe, hein, il y a toujours beaucoup d'entreprises qui peuvent améliorer et sécuriser leur infrastructure de paiement. Olivier nous le disait, il y a encore beaucoup de clients qui lancent des projets de centralisation de leur communication bancaire et des paiements. Un projet réussi, une mise en place d'une plateforme dans le monde entier, ça passe par l'implication du top management et puis par la mise en avant des bénéfices, notamment auprès des petites filiales pour avoir leur adhésion. Et ça, Thomas, tu nous l'expliquais, c'était un des challenges que tu avais rencontrés chez LDC. GPI Pay and Trace, c'est bien pour les flux cross-border, ça permet de contrôler ses frais, peut-être de les réduire, challenger un peu les banques, et puis peut-être de faciliter aussi la relation avec des fournisseurs lointains en leur donnant de la visibilité sur les paiements. On a parlé de GPI Inbound aussi qui arrive ou qui est là, peut-être pas encore tout à fait au niveau des banques, mais il y a un réel intérêt pour les trésoriers pour améliorer la qualité des prévisions. Donc ça serait une arme de plus au service des trésoriers finalement. On a parlé aussi de lutte contre la fraude. Aujourd'hui, l'agenda était riche. C'est un sujet délicat. Il y a pas mal de solutions sur le marché. Ce que je comprends, c'est que déjà l'abandon des web banking, la mise en place d'une solution, une plateforme robuste partout dans le monde, c'est la première étape. Ensuite, il y a des solutions complémentaires en amont proche de l'ERP pour vérifier les coordonnées bancaires, en aval pour détecter les cas frauduleux, mais les organisations, les éditeurs ont encore pas mal à faire sur le sujet pour sécuriser la chaîne de bout en bout. Enfin, on a parlé d'API, de PSD2, d'open banking, les sujets du moment. Il y a un nouveau cadre réglementaire qui bouleverse nos interactions avec les banques. C'est une réalité pour les particuliers, pas encore, tu disais Olivier, pour les entreprises, mais ça vient et les acteurs du marché ont encore beaucoup à faire pour que l'instantanéité devienne la norme, et d'abord sur la visibilité de l'information du cash. Et ensuite, on verra peut-être sur le paiement. D'ailleurs, en ce qui concerne ce que font les acteurs, et notamment les éditeurs, sur les paiements instantanés, vous entendrez bientôt parler d'un nouveau réseau qui s'appelle RealNet. Ce réseau de communication nouveau, global, permettra à terme de payer et d'être payé partout dans le monde en temps réel. Mais gardons ce sujet pour notre prochaine discussion, messieurs. Merci pour votre participation et à bientôt. Merci. Merci.